Perspective reçoit aujourd'hui M. Alioune Tine, ancien directeur pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre d'Amnesty International, cofondateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, expert indépendant de l'ONU chargé des droits de l'homme au Mali. Alioune Tine, bonjour. Bonjour Aliou Diarra. Je n'ai pas énuméré toutes vos... Non, surtout en ce moment, nous avons créé un think tank qui s'appelle Afrikajom Center, dont je suis le fondateur, et effectivement qui essaye de repenser la démocratie, d'évaluer les impasses démocratiques dans lesquelles nous sommes. On n'est pas les seuls d'ailleurs en Afrique, un peu partout dans le monde, de créer des liens entre l'université, les intellectuels, les jeunes, la société de façon globale. Chez nous, nous avons autant des doyens comme nous, comme Chérif Salifsi, et puis Ousmane Khan aux États-Unis, et puis nous avons des gens très jeunes qui sont des blogueurs. Bien fondé de ce think tank? Le bien fondé, c'est en réalité de voir comment nous pouvons créer des liens, des échanges, la formation de la relève, c'est très important, du leadership politique, du leadership en matière de droits de l'homme, comment nous pouvons renforcer les capacités des femmes. Vous savez, il y a une chose qui nous frappe dans notre démocratie. Avec le système de parrainage, il y a eu 4 candidates femmes qui n'ont pas pu franchir. Ça doit faire réfléchir dans une société où effectivement nous avons la parité et nous mettons des mécanismes qui empêchent les femmes d'être candidates à la présidence de la République. Et puis en Afrique francophone, nous n'avons pas encore de femmes, disons, présidentes de la République. Il faut peut-être essayer pour voir ce que ça donne. Donc tout ça, ça fait partie des préoccupations. La question de la refonte des institutions, la refondation même, si on veut, on y travaille. Repenser, si vous voulez, la démocratie africaine, mais en même temps, parce que nous ne sommes pas venus, disons, comme disait Senghor, au rendez-vous du donner et du recevoir, les mains vides. En matière de démocratie, il y a eu des expériences africaines, il y a eu des pratiques, il y a eu un savoir. Donc, il nous faut également voir comment nous pouvons également injecter dans notre propre expérience ce qu'on a vécu dans le Fouta avec les Imama, ce qu'il y a à Oussouye, où vous avez, par exemple, une monarchie tournante, donc une sorte d'alternance au pouvoir très démocratique, et puis aussi nos valeurs. Nous avons des valeurs très fortes. Valeur de Djom, c'est ça aussi le mot de Afrikajom. Le Kajom, c'est demain. Il faut construire demain, aujourd'hui, maintenant, en ce moment même. Et en même temps, il faut construire l'Afrique de demain avec les valeurs. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs ont déserté la politique, l'éthique a déserté la politique, les convictions ont déserté la politique, et l'idéologie a déserté la politique. Donc, quand la politique ne fait plus sens, c'est à partir de ce moment-là où on commence à avoir la violence. C'est pour ça que nous avons dit il faut mettre du sens et des liens dans la politique. Liens avec les autres, liens avec l'avenir, liens avec l'autre. C'est fondamentalement ça la politique, parce que quand nous regardons les démocraties, c'est des démocraties d'adversité, de conflits souvent violents, qui aboutissent vraiment à des conflits armés. Alors que la démocratie, c'est le conflit, mais l'autre n'est pas considéré comme un ennemi. Donc, comment travailler à cette espèce de démocratie où ce qui doit prévaloir, c'est le respect de l'autre, ce qui doit prévaloir, c'est le respect et la tolérance. Le concept de tolérance, c'est extrêmement important. Des gens qui n'ont pas les mêmes points de vue, mais qui respectent le point de vue de l'autre, même si vous ne le partagez pas. Et donner la possibilité à l'autre d'exprimer son point de vue. Et je pense que au Sénégal, on a un tout petit peu ça, mais nous avons aussi des mécanismes qui sont grippés parce qu'on a un pouvoir présidentiel très fort. C'est un pouvoir présidentiel exorbitant qui pratiquement, si vous voulez, est anthropophage parce qu'il bouffe tous les autres pouvoirs, toutes les autres institutions. On en parle malheureusement. Maintenant, je vais encore dire sur quoi nous travaillons aussi, Afrikajom Center, sur bien entendu les questions de l'environnement, les questions de l'écologie, les questions du changement climatique que nous vivons avec désastre, avec l'érosion côtière,
un peu partout, Saint-Louis et ailleurs. Donc, toutes ces questions, ce sont des questions qu'on agite avec des experts. Mais comment faire le lien, justement, entre, si vous voulez, ce savoir des intellectuels, comment l'amener en bas et donner la possibilité à tout le monde peut-être de jouir de ce savoir-là. Donc c'est un défi. Mais pour cela, il faudra d'abord aménager un espace démocratique. Exactement. Les institutions fonctionnent normalement. Malheureusement, à l'UNTIN, le constat est presque unanime aujourd'hui. Dans le jeu démocratique en Afrique, rares sont les élections présidentielles dont le résultat n'est pas contesté, comme il est rare de voir le perdant félicité avec fair play le vainqueur. La contestation du résultat des présidentielles est devenue un rituel. Le scrutin du 24 février ici au Sénégal en est un autre exemple. Et l'on est tenté de se demander à l'UNTIN, est-ce que le rituel de la contestation électorale trahit un refus des règles du jeu de la démocratie et plus profondément du suffrage universel par les acteurs politiques? Ces contestations fragilisent-elles la démocratie? Si c'est le cas, quelles sont les menaces qui guettent nos jeunes États? Mais d'abord à l'UNTIN, avant d'aborder ces questions, quelle appréciation faites-vous de l'élection présidentielle du 24 février 2019 ici au Sénégal? Bon, vous savez, il y a aussi un aspect positif et novateur dans ces élections-là. De dimanche dernier. Et dans la campagne électorale, je pense que c'est à partir de la campagne électorale où nous avons quelque chose de neuf. Ce qui est neuf, c'est que nous avons vécu quand même un processus électoral qui était dissensuel, ou qui était conflictuel, qui était protesté. Et chaque fois qu'on a l'impression, effectivement, que la violence va éclater, vous savez, le jour où on a quand même assisté à la validation des candidatures à la présidentielle, les mesures de sécurité qui avaient été prises, les tensions qui étaient là, les déclarations que les gens avaient faites, on s'est dit, tiens, ça y est, ça va être foutu. Et malgré tout, il y a eu cette capacité de résilience, ça veut dire de rebondir. Mais ça, nous l'avons fait aussi parce qu'il y a eu beaucoup de médiation. Il y a eu beaucoup de discours de la part de la société civile, de la part des imams, des chefs religieux, des califes. Donc tout ça, ça nous a sauvés. Maintenant, quand nous sommes allés aux élections, nous avons vu effectivement que la plupart des recommandations qui ont été faites, les candidats les ont bien respectées. Franchement, tous les candidats quand même ont lancé des appels vraiment à la paix. Malgré les désaccords sur le processus et tout, les gens sont allés dans la campagne dans un esprit positif, dans un esprit de faire vraiment une campagne pacifique. Donc il y a eu des violences, il y a eu des morts, on peut les regretter, mais dans le comportement du leadership, de façon globale, dans la campagne, on peut vraiment leur tirer le chapeau à tous, que ce soit le président sortant, que ce soit aussi quand même les opposants chez qui on espérait avoir beaucoup de violence. Ils ont fait preuve vraiment d'un grand sens de responsabilité. Cela aussi, c'est dans la campagne électorale et les programmes. Je pense que c'est neuf, ce qu'on a assisté. On a vu des programmes qui ont été élaborés. Tous les candidats ont élaboré des programmes. Et puis, on a vu ces programmes-là dans les réseaux sociaux. Donc, sur toutes les formes et tous les supports, surtout par rapport à deux candidats quand même que j'ai suivis, qui ont essayé d'être très modernes dans les réseaux sociaux, c'est le candidat Macky Sall et le candidat Sonko. On dit que Sonko, c'est le candidat des réseaux sociaux, mais attendez, Macky était partout. Par la suite, effectivement, on a vu Issa Sall. Par la suite, nous avons vu, comment il s'appelle, Idrissa Seck. Idrissa est venu, je dirais timidement. Et puis ensuite, Madické Niang. Madické, quand même, il a un tout petit peu enflammé les réseaux avec quand même ces messages qui étaient assez sympathiques, qui avaient quand même beaucoup d'humour. Donc, ça, c'est le côté positif. Côté positif aussi, écoutez, on a quand même vécu une tension énorme dans la déclaration des résultats. Quand vous voyez quand même Mais qu'est-ce qui fondamentalement explique cette tension? Ça s'explique parce que avant
les résultats, on a eu en amont du scrutin. En amont, nous avons... On a eu mais vraiment, le jour du scrutin, ce qu'il faut saluer, c'est vraiment le comportement du peuple. Et un comportement responsable, un comportement digne. On ne le dira jamais assez. De mature, vraiment. On sent l'ancrage de la culture démocratique et de la culture électorale au Sénégal. Il n'y a rien à dire. Et je pense que ça a fasciné pratiquement toute la communauté internationale. Dans toute la presse, dans tous les réseaux, tout le monde a salué franchement. Et tous les observateurs internationaux comme nationaux, ils ont salué ce comportement quand même du Sénégal. Mais c'est aux leaders d'être au niveau de cette maturité. Ça veut dire cette façon assez pacifique, assez mûre et assez responsable de faire ce qu'ils ont fait et d'en finir. Maintenant, les gens ont été pressés. Bon, vous voyez les conférences de presse de leaders de l'opposition et puis le Premier ministre. Des deux côtés. Des deux côtés, il faut bien le dire, des deux côtés. Là aussi, on a eu un grand problème depuis un certain nombre de temps, on est habitué à ce que les tendances soient données par la presse. C'est même une preuve de transparence que les tendances soient données. Et puis, ensuite, avec des tendances, quand les tendances sont fortes et manifestes, mais écoutez, les gens, sur cette base, ils téléphonent et ils disent, bon, écoutez, on a gagné sans attendre même que la commission de recensement des votes donne des résultats provisoires. On l'a vu avec Diouf en 2000, c'était fantastique. C'était le lendemain de l'élection que Diouf a appelé vers les coups de midi pour dire, bon, écoutez, je vous félicite. Et c'était l'apothéose. Et puis après, on a commencé la descente aux enfers. Maintenant, qui s'explique par quoi? Parce qu'on a vu, par exemple, dans le cadre du Parti socialiste, les gens ont vécu, sont restés au pouvoir longtemps. Ils font 20 ans, d'autres ont fait 22 ans. Les gens se trouvent coincés à 2 mandats. Déjà, le premier mandat, les rapports de force sont plus ou moins égaux. Alors, que fait le président pour s'assurer, coûte que coûte et par tous les moyens, vraiment, ce qu'on appelle le coup KO. Le coup KO, ça ne date pas de maintenant. 2007, c'était un coup KO. Et le coup KO a commencé à être préparé à partir de 2004, 2005, 2006, 2007, où on a vécu et su des tensions. Les gens l'oublient. Moi, je me rappelle bien quand on mettait en garde à vue Ahmad Dansokho, contre les Ibrahima Sène, les Jean-Paul Diaz. Moi, je peux citer, parce que j'étais là et j'intervenais tout le temps pour leur libération. Et puis ensuite, 2007, c'était des manifestations monstres avant l'élection présidentielle. Et c'était le cardinal Adrien Sarr, quand il a reçu les leaders de l'opposition, c'était les Tanor, les Niasse, mais allez préparer la campagne électorale. Et puis 2007, on était dans l'incertitude, est-ce qu'on va aller aux élections ou pas? Bon, voilà. Donc, tout ça, ça s'était posé. Et Wade, il avait effectivement l'initiative, il avait la possibilité de s'assurer par tous les moyens, je dis les moyens juridiques, les moyens financiers, les moyens médiatiques, la loi. Mais malgré tout, quand même, dans le cadre du processus électoral, surtout le scrutin et également les rôles des organes de régulation, ils étaient plus ou moins réglo. Le scrutin, quand c'était fini, en 2007, c'était contesté, tout le monde l'oublie. Les gens disaient, écoutez, on a une fraude électronique. Mais nous qui avions effectivement observé cette élection, on avait dit, bon, écoutez, s'il y a une fraude électronique, donnez-nous les preuves. Et à partir de ce moment, nous, on prendra acte. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Démocratique. Le scrutin était transparent, le scrutin était démocratique. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les gens ont boycotté les législatives. Et ça a été une grande faille dans notre démocratie. Et les gens, l'opposition était dans la rue. Et il a fallu vraiment concocter les assises nationales pour effectivement refaire du lien. Le lien à l'époque, ce n'était pas l'Assemblée nationale, mais c'était les assises. Et c'est ce lien qui a permis également de reconquérir les villes, de faire par exemple de Khalifa Sall, comment dirais-je, le maire de Dakar. Et je pense même de Macky, maire de Fatick. Donc,
Et à l'époque aussi, ce dont je me souviens, la condition de l'opposition, c'était évaluons le processus électoral, tout ce qui s'est passé, avant d'aller, comment dirais-je, aux élections législatives. Et Wade a dit niet. Aujourd'hui, nous assistons au remake de ce qui s'est passé. Mais bien sûr, parce qu'à l'époque, qui était le directeur de campagne du président Wade? C'était le président Macky, qui était Premier ministre à l'époque. Vous savez, il y a une culture que eux tous, les trois, ont acquis auprès du président Wade. Quand même, ce sont comme on dit, ses enfants. Donc, il les a formés. Donc, ils ont quelque chose dans la culture démocratique de Wade. Wade était un démocrate, certes, mais quand il est arrivé, quand même, Wade a parlé un autre langage. Hein. Il parlait du césarisme démocratique. Le césarisme démocratique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une espèce de dictature molle. Avoir un dictateur intelligent et puis sympathique, c'était ça. Et pour ça, Wade n'a pas changé les institutions, n'a rien changé de ce qui existait du temps de Senghor. C'est une belle occasion. J'ai dit, nous avons eu des transitions ratées. En 2000, c'est une transition ratée. De 2012 à maintenant aussi, c'est une transition ratée. Il faut avoir le courage de le dire. Le fil est rompu entre l'opposition et le pouvoir qui vient de se réinstaller. Oui, mais il faut faire en sorte, effectivement, qu'on reconnecte le fil. Il faut le reconnecter. Il faut effectivement qu'on le reconnecte pour le Sénégal. Parce que ce n'est pas une bonne chose qu'en fait, cette élite politique nourrisse une adversité de cette nature. Il ne faut pas qu'il y ait la haine entre eux. Donc, il faut tout faire pour que, effectivement, que nous puissions avoir ce que j'appelle une démocratie délibérative. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait des élections et qu'à la fin de ce scrutin, nous n'avons pas ceux qui sont battus, qui regardent le vainqueur pour lui dire « Écoutez, je vous félicite, c'est que c'est un échec. » C'est un échec. Et à quelque part, vraiment, où ça ne marche pas dans notre démocratie. Il faut effectivement, à partir de maintenant, qu'on évite cette situation où les résultats sont rejetés, où effectivement tous les ingrédients de la violence sont réunis. Mais justement, les résultats de ces élections-là sont rejetés, comme vous le dites, contestés. Mais où est le problème dès l'instant où les observateurs internationaux comme locaux sont unanimes à dire que ces élections-là se sont déroulées? Le scrutin. Quand on prend un processus électoral, c'est avec différentes phases. Et au début, si effectivement il n'y a pas un consensus, que les gens ne dialoguent pas sur les règles, ça veut dire le code électoral, quand on le change, sur également les organes de régulation. Le débat sur les organes de régulation, mais jusqu'avant le début de la campagne électorale, ça existait. La contestation, par exemple, de Aly Ngouille Ndiaye, bien qu'il ait fait un bon travail, je le reconnais, mais cette contestation a été posée. Comme ce qui s'était passé en 2012, où l'on a contesté aussi, comment dirais-je, Ousmane Ngom. Et on l'a remplacé par le DGE à l'époque. Cette fois-ci, il y a eu cette contestation. Il y a eu la contestation de la Sénat. Il faut nommer jusqu'ici une haute autorité. Donc, sur ces questions où il n'y a pas eu accord, et puis le fichier électoral, on l'a donné tard, et on l'a donné seulement aux différents candidats. Mais ils ont accepté d'aller aux élections sans ces accords que vous... Ils n'avaient pas le choix. Ah. C'était ça ou boycotter. Et boycotter, c'était la pire des choses. Ça, c'est le moindre mal. Ce qu'on a vécu, vraiment, c'est un expédient démocratique. Mais c'est notre culture démocratique et la culture démocratique de notre élite en est là. Ce n'est pas notre faute. C'est notre élite politique qui a cette culture démocratique où, quand je suis au pouvoir, il faut que j'y reste. C'est-à-dire, et également, la bataille, c'est une bataille à mort pratiquement entre ceux qui veulent conserver le pouvoir et ceux qui veulent le conquérir. Et c'est ça qu'il faut. Cette culture-là qu'il faut voir comment il faut y mettre un terme. Et que les gens, quand ils vont, par exemple, à la bataille électorale, ça va être comme dans un match de foot, voilà, où également les arbitres doivent être extrêmement indépendants.
mettre des mécanismes. Ces mécanismes-là, on peut les trouver. Les gens y ont travaillé. Vous avez les assises qui ont fait des propositions. Tous les jours que Dieu fait, il y a également des États qui sont avancés. Ça veut dire les bonnes pratiques dans certains pays, mais on peut les avoir. La démocratie, ce n'est pas un exercice facile. Ce n'est pas un exercice linéaire. Des fois, c'est en zigzag. Mais maintenant, quand on est dans le creux de la vague, il faut avoir la possibilité de rebondir. Et c'est ça la résilience. Et il nous faut effectivement une grande force de résilience démocratique. Et ça, c'est le président Macky Sall aujourd'hui qui doit l'impulser. Qui doit absolument l'impulser pour laisser désormais vraiment son nom dans l'histoire politique et dans l'histoire démocratique de ce pays. Son image dans la démocratie sénégalaise depuis le début, franchement, ce n'est pas une image flatteuse. Il faut qu'il le reconnaisse. Aujourd'hui, il est libre. C'est son deuxième mandat. C'est son dernier mandat. Il dit, écoutez, je vais moderniser le Sénégal. Je vais moderniser les structures. Et à partir de... On espère bien ce qu'il va faire. Parce que si on lui a renouvelé le mandat, c'est pour cela. Si on lui a renouvelé le mandat, bon, les gens attendent ça. Oui. Parce que les Sénégalais, il faut bien le dire, ne sont pas très fiers de ce qui s'est passé en dépit de tout. Les Sénégalais en sont malades de cette situation où on n'a pas reconnu le président comme vainqueur, où les gens ont fait des sorties. Mais est-ce que ce n'est pas ce qui va davantage compliquer le problème dans l'avenir? Il n'y a pas de problème insoluble pour les Sénégalais. Ici, c'est un pays de dialogue, c'est un pays où les gens ont quand même beaucoup de sens des responsabilités. C'est un pays également où, franchement, sur la question démocratique, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils comprennent très bien ce qui peut se passer. Mais je pense aujourd'hui, le président de la République n'a pas de contrainte. Macky n'a aucune contrainte aujourd'hui. Il peut être libre et faire sa politique. Et faire sa politique en tenant compte des attentes très fortes de cette population. De tout sur quoi il avait mis le coude. Que ce soit les trucs pour la CNRI, etc. Et qu'il arrête d'écouter dans son entourage des gens qui lui donnent des conseils pour faire des politiques qui sont des politiques du passé. Si on ne change pas, on est dans un contexte où c'est changer ou périr. Changer ou périr. Parce que ici, vous pensez qu'il y a des menaces qui nous guettent? Mais comment? Les menaces nous entourent. La plus grosse menace qui nous entoure aujourd'hui, c'est le pétrole. Le pétrole et les ressources minérales ont détruit beaucoup de pays. Les pays les plus riches et les plus grands pays qui auraient pu être l'espoir en Afrique, ce sont des pays aujourd'hui qui sont dans des conflits terribles, qui sont dans un chaos terrible. Que ce soit la République centrafricaine, que ce soit aujourd'hui le Gabon, vous prenez la RDC, le Soudan du Sud. Dans tous ces pays, oui. Si nous ne tirons pas les leçons de ce qui se passe, il y a des pays où il y a des ressources où ça marche. Il y a le Botswana avec son diamant. Donc, nous avons eu la chance ici d'avoir des personnes ressources, franchement, de très grande classe. Ça c'est la chance du Sénégal. Senghor nous a formés. La formation de Diouf aussi. Maintenant, il y a beaucoup de difficultés depuis l'ajustement structurel. On néglige de plus en plus, la formation. Mais je dirais même que c'est l'extérieur qui nous l'impose. Je pense que maintenant qu'il y a des ressources, il faut mettre l'accent sur la formation. De deux, nos intellectuels, nous les avons marginalisés. Trop marginalisés. Ou bien... Comment ça, marginalisés? Attendez. Nous avons créé... Ils sont en intelligence avec le régime chaque fois en place. Oui, attends. Quand vous cooptez des intellectuels, vous les prenez dans votre pouvoir. Et que ces intellectuels se renient leurs convictions, renient leur savoir, renient tout. Mais vous n'en tirez pas grand-chose. C'est de la moins-value que vous tirez de ces intellectuels. Alors que nous avons besoin que ces intellectuels, avec la plus-value qu'ils peuvent apporter, qu'ils nous amènent loin, mais qu'ils ne nous fassent pas reculer. Et c'est ça qui arrive quand les gens ont des intellectuels dans le pouvoir. Quand vous regardez, moi je ne cite pas de nom, mais regardez. C'est du gâchis à la limite, parce que vous avez vraiment une élite, la crème, dans leur propre spécialité. C'est la crème reconnue sur le plan africain, international. Mais vous leur faites faire des choses qui nous font reculer sur le plan démocratique, qui détruisent leur image. Mais ça, il faut l'arrêter. Il faut utiliser les intellectuels, les prendre, discuter avec eux, prendre ce savoir,
Tout ce dont nous avons besoin ici, nous avons les personnes ressources qui peuvent les faire. Franchement, si nous voulons changer qualitativement ce pays, si nous voulons refonder qualitativement ce pays, nous les avons rencontrés. Un intellectuel, un vrai, il ne renie jamais ses convictions. Écoutez, je pense. C'est le contexte. Le contexte a fait soit qu'on a déclassé les classes moyennes. C'est terrible. Tu sais, le déclassement, là, ça a des effets. Vous ne pouvez même pas travailler tranquillement. Vous êtes pris par le social. Vous ne pouvez pas faire des recherches. Vous ne pouvez pas acheter les ouvrages, vous documenter, etc. Vous n'êtes même pas branché. Moi, je regarde les universitaires, mais c'est les moins branchés de cette société. Mais ça, c'est grave. Les universitaires doivent être branchés. Les cours doivent être branchés. On doit savoir qui fait quoi. Si tu as ta tablette Internet, mais dans les années 90, quand on allait au Canada pour faire des conférences et tout, dans ces universités-là, les gens déjà, ils corrigeaient par l'intermédiaire d'Internet. Aujourd'hui, tous les grands savants que tu peux avoir dans le monde, mais tu peux regarder les cours, tu peux regarder ce qu'ils font. C'est extraordinaire. Tout le savoir que vous avez dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, même quand on dit, écoutez, on a une université virtuelle, pour moi, c'est une curiosité. Toutes les universités doivent être à la fois matérielles et virtuelles. Donc, il faut qu'on fasse un effort si on veut moderniser ce pays, moderniser l'enseignement, et puis faire en sorte que les intellectuels ne baissent pas la tête, qu'ils viennent, qu'ils parlent, qu'ils contribuent. Moi, je vois les productions. Ce que je vois, par exemple, avec l'université de Saint-Louis, l'université de Dakar, les gens que nous sollicitons en tant que... Mais on est ravis, les gens nous donnent de la documentation. Documentation d'ailleurs produite pas seulement ici, mais avec toutes les universités francophones. Alors, il ne faut pas quand même mettre ça par pertes et profits ou que ça reste à l'université. Maintenant, comment sortir ce savoir? Ça fait partie du travail que nous voulons faire. Mais je pense que parmi quand même les tâches de l'actuel président, c'est de voir comment il peut profiter du savoir et du savoir-faire des Sénégalais là où ils sont, qu'ils soient ici ou qu'ils soient à l'étranger. Ceux qui vont à l'étranger, pourquoi ils vont à l'étranger? Nous avons les meilleurs penseurs. Vous les laissez aller à l'étranger. De temps en temps, même quand ils viennent ici, ils ont des problèmes pour parler ou pour discuter avec les gens. Donc, moi, je pense qu'il faut repenser la place des hommes de savoir. Que ce soit le savoir occidental ou le savoir de ce qu'on appelle les arabisants. Ah oui, ils viennent avec des compétences, avec une expérience. On ne doit pas aussi les isoler, les marginaliser, faire comme s'ils ne faisaient pas partie de l'intelligentsia de façon globale. Oui, je dirais même notre savoir traditionnel aussi. Donc, il ne faut pas aujourd'hui faire de l'exclusion par rapport... Il faut prendre tout ce que nous avons de meilleur pour voir qu'est-ce qu'on peut fabriquer avec. Mais aujourd'hui, comment on construit cette frontière-là entre la politique et ce que vous appelez les intellectuels et autres qui peuvent, en marge peut-être de l'État, travailler à faire progresser le pays? Parce qu'aujourd'hui, pour avoir un poste important, une direction importante, faites la politique. Vous savez, à partir de 2000, il faut le dire, hein, Wade a apporté du bien, mais Wade aussi a apporté du mal. C'est-à-dire, l'État parti. Mon ami Djibigé me dit qu'il faut dire l'État partisan. Le fait d'être chef d'État et chef de parti, et de dire, écoutez, c'est ceux qui font la politique et qui me soutiennent, qui sont les seuls à pouvoir bénéficier des postes et des institutions. Le président, il arrive, il dit, les institutions, c'est moi. Alors, qu'est-ce que vous faites? Mais vous détruisez le système méritocratique qui était là avec Senghor. Senghor avait un parti unique, effectivement, mais en même temps, il avait un système méritocratique avec les concours, et puis avec Ogi également un certain nombre de normes. Vous ne peut pas être administrateur civil qui veut, ne peut pas occuper certains postes de direction qui veut. Ce n'est pas seulement la politique qui te les donne. Bien que Senghor aussi ait marginalisé les intellectuels qui n'étaient pas avec lui. Hein. Tu sais, la marginalisation des intellectuels quand même. Ça ne date pas de maintenant. Ça ne date pas de maintenant. Les Cheikh Anta Diop, ils sont laissés assistants pendant combien de temps? On ne sait pas. Bon, voilà, les Abdoulaye Ly, etc. Donc, ça, aujourd'hui, nous avons besoin
des intellectuels et de mettre un terme à l'État partisan, de mettre un terme au chef d'État, chef de parti. Ça et figure puis, dans le programme de candidats comme Sonko. Ça y est, Sonko, c'est presque carrément les assises que Sonko a mis. Je pense. Tu prends même Madické Kenya, Issa Sall, tous ont un programme vraiment pour voir comment il faut mettre un terme à ce type de présidentialisme qui, à la longue, c'est presque une menace pour l'État si ça continue. Parce que toute la crispation qu'on a aujourd'hui, c'est lié effectivement à ce pouvoir exorbitant. Hein. Vous avez les députés, ce sont vos députés. Vous avez l'Assemblée nationale. Même celui qui doit être à la tête de l'Assemblée nationale, c'est lui qui choisit. Hein. Je pense qu'il peut contribuer. Il y a cette confusion. Confusion. Il y avait qu'en réalité, en dehors de l'exécutif, il n'y a pas d'autre pouvoir. Tous les autres pouvoirs sont subordonnés à l'exécutif. S'il n'y a pas un bon rapport de force, il n'y a que quelqu'un, et puis c'est un être humain. C'est un être humain, il est limité, il a des frontières. Et puis s'il n'est pas bien entouré, ou entouré que d'opportunistes, et c'est ça souvent le cas, vous cirez les bottes du président, il n'y a pas de problème. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Maintenant, je pense qu'il peut faire aujourd'hui le tri pour dire, écoutez, moi, je me mets au service du Sénégal. Et c'est ça qu'on demande à un chef d'État. Vous vous mettez au service du citoyen sénégalais, pas au service exclusif de vos militants et de ceux qui vous soutiennent. Mais si vous vous mettez au service des Sénégalais, mais les Sénégalais vous soutiennent. Si vous êtes au service du citoyen et qu'effectivement, de façon concrète, chaque citoyen se voit dans ce que vous faites pour lui. Mais vous n'avez même pas besoin, à la limite, de votre parti une fois que vous êtes chef d'État. C'est cela. Mais c'est vrai que la politique est très difficile, que nous sommes trop idéalistes, je le reconnais. Mais il faut essayer au moins. Il faut essayer au moins. Ce qu'on dit, c'est très facile, mais ici, on connaît les forces centrifuges, on connaît toutes les forces de pression qu'il y a sur place. Dès que vous arrivez avec votre coalition, vous pouvez avoir les meilleures idées qui soient. En tout cas, dans le cadre de votre premier mandat, tout le monde va vous dire, écoutez, voilà, j'ai fait ceci, j'ai besoin de tel poste. Si vous ne donnez pas, ça éclate et les gens vous font un chantage. Je pense que tout ça, là, il faut qu'on y réfléchisse. Pour que tout le monde travaille à être un bon citoyen et responsable. Vous n'êtes pas là pour faire du chantage au chef de l'État, lui faire soumettre des pressions. C'est pour ça qu'il faut encadrer la fonction présidentielle. Il faut protéger la fonction présidentielle. C'est une fonction suprême. Il faut sécuriser la fonction présidentielle. Surtout, mettre à l'abri des gens qui vont venir tout simplement vous induire en erreur, vous faire des choses qui sont terribles. Or, un État est fragile. Et également, nous sommes dans un environnement fragile. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui à l'ultime pour rapprocher cette institution présidentielle, ses adversaires de l'opposition? Parce qu'il va falloir quand même les amener à la table pour qu'ils discutent des questions d'intérêt national. Je pense qu'il faut que tout le monde y travaille. Moi, je ne dis pas que, voilà, écoute, à Lyon, tout le monde travaille et que ça soit une exigence nationale. Une exigence nationale pour que les élites politiques s'assoient, travaillent avec d'autres. C'est parce que c'est ensemble, quand on va discuter ensemble en tant que Sénégalais patriotes, que nous allons trouver les solutions ensemble. Que nous allons diagnostiquer les solutions ensemble. Mais quelqu'un ne peut pas être dans son bureau, dans son cabinet, ce qu'on a l'habitude de faire. Avec quelques trucs, vous dites, faites-moi ceci pour que je tienne tout en main. C'est ce que Senghor avait fait en 63. Il a fait sa constitution avec son conseiller français qui lui a fait sa constitution. Et ça, je veux dire que cette tradition existe même dans certains pays. Comme par exemple, vous avez au Togo, vous avez Debache. Alors, souvent, ce sont des conseillers étrangers qui viennent vraiment nous faire des constitutions qui sont des constitutions de dictature. Et puis nous continuons la tradition. Je pense qu'on n'a pas encore rompu le lien ombilical avec les colons. Nous n'avons pas rompu le lien ombilical avec la représentation. Parce que ces gens-là ne connaissent pas notre sociologie de base. Ils ignorent. Non, tu sais, être président ici, c'est tous les présidents qu'on a eus, ce ne sont pas des gens qui sont bêtes. C'est des gens très intelligents. Que ce soit Senghor, Diouf, Wade, Macky, c'est des gens extrêmement intelligents qui savent ce qu'ils veulent. Mais
le pouvoir, ce n'est pas Macky seul. C'est vrai. Mais dès que tu arrives au pouvoir avec l'appareil administratif, l'appareil de sécurité et de défense, les gens qui vous informent, qui vous intoxiquent, les gens qui sont là et qui ont des intérêts qui sont différents de l'intérêt général, qui vont vous dire, mais voilà, si vous voulez, il y a telle possibilité, telle possibilité, telle possibilité. Mais le chef d'État, qu'est-ce qu'il dit? Mais les gens lui disent, bon, l'État, c'est toi. On fait des Louis XIV, c'est tous des rois soleil ici. Maintenant, il faut que les citoyens se mobilisent. Il faut que les citoyens, vraiment, et les démocrates, ils sont partout. Ils ne sont pas seulement dans l'opposition. Mais il faut qu'ils soient de bonne foi aussi, parce que des fois, on a l'impression que... Mais c'est la mauvaise foi. Voilà, oui. La mauvaise foi. L'opportunisme. L'opportunisme qui amène ce qu'on appelle la corruption politique. C'est la pire des choses qu'on vit. Et moi, j'ai vu les pays qui sont tombés à cause de la corruption, des États qui se sont effondrés à cause de la corruption. Donc, il faut faire extrêmement attention avec la corruption, surtout la corruption politique. Donc, il faut effectivement que le président puisse, y compris écouter des gens qui ne sont pas d'accord avec lui, qui sont de son opposition. Surtout. Voilà. Si on a dit, écoute, il faut faire le statut de l'opposition, moi je suis pour, je suis vraiment pour à l'étape actuelle de notre situation, parce que j'ai vu ce statut bien fonctionner au Burkina Faso. Hein. Au Mali où vous étiez? Au Mali où j'étais allé, ça fonctionne. Oui, et vous savez, il y a des moments où ces gens-là, quand ils sont ensemble, c'est ça qu'on a recommandé au Mali. Il faut qu'ils se mettent ensemble, qu'ils réfléchissent ensemble et qu'ils trouvent des solutions à la situation du Mali. Et vous allez voir que ça va progresser. Si nous aussi, nous arrivons à les mettre ensemble, qu'ils travaillent ensemble dans un contexte assez difficile, c'est-à-dire le contexte où nous avons du pétrole, mais on va faire avancer le Sénégal. Mais sinon, ça va être les calculs politiques, les mauvaises foi, les manœuvres. Moi, les manœuvres, je les vois comme ça. Quand les gens commencent à manœuvrer, on a assisté à des manœuvres. C'est pour ça qu'on a mis du temps pour avoir, comment dirais-je, les résultats à la fin. Donc, les manœuvres politiciennes, les manœuvres politiques, tout ça, ça empoisonne le climat. Il faut qu'on travaille à faire en sorte que nos élites politiques soient des patriotes, que nos élites politiques soient pour l'intérêt général et que nos élites politiques ne soient pas là seulement pour leur parti, pour leur clan, pour leur famille. Et ça tue nos États en Afrique. Voilà, je rappelle que Perspective reçoit aujourd'hui M. Alioune Tine. Alioune Tine est l'actuel expert indépendant de l'ONU chargé des droits de l'homme au Mali, cofondateur de la plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique. Alioune Tine, du Mali, parlons-en, où je cite la situation en matière de sécurité est restée très préoccupante, marquée par plusieurs attaques complexes perpétrées par des groupes extrémistes violents dans les régions du centre et du nord. C'est par ces mots que le rapport de l'ONU de fin décembre 2018 résume la situation au Mali. Est-ce que, Alioune Tine, le septentrion malien a connu un léger mieux ou bien la situation est davantage compliquée? Non, ça c'est compliqué. Ah oui? Oui, ça c'est compliqué, ça s'est dégradé davantage. Parce que le conflit s'est transformé. Au départ, on avait le terrorisme, djihadisme terroriste avec vraiment pratiquement le Génim, nous avons Al-Qaïda, toutes les forces qui sont là-bas. Mais aujourd'hui, la transformation, c'est que quand vous allez au centre, les conflits les plus meurtriers, c'est les conflits entre communautés. Les Peuls, les Dogons. Les Peuls, les Dogons. Et ce type de conflit entre... Koufa, quand même, Les gens ont dit, mais ces temps-ci, il y a quand même aussi encore d'autres problèmes. Amadou Koufa est apparu comme par hasard dans une vidéo où il parle, les gens disent qu'il est mort, il n'est pas mort. Bon, on va attendre parce que tout ça aussi, c'est pas... Mais le problème, c'est les conflits intercommunautaires qui, à la limite, aujourd'hui, il y a des crimes qui sont commis dans le centre du Mali, Douenza, Koro. Mais
c'est pratiquement des crimes internationaux, des crimes extrêmement graves, avec une situation humanitaire catastrophique. Beaucoup d'écoles sont fermées, que ce soit au nord, en tout cas du côté de Kidal, il n'y a pratiquement pas d'école, il n'y a pratiquement pas de maîtres à cause de la situation. Vous allez au centre, c'est pareil. Les crimes basés sur le genre, énormes. Surtout que les femmes n'osent même pas parler de ces crimes-là. Mais maintenant, ce sont les formes de crimes qu'on voit sur place, parce que ce qu'on appelle les groupes armés, les milices, Dogon, mais ils ont aujourd'hui des armes automatiques. Ce ne sont pas des armes de chasse. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand on prend, si vous voulez, les acteurs qui sont mêlés, il y a le mélange entre les gens qui sont dans le crime organisé, trafic de drogue, trafic d'êtres humains ou autres, et effectivement qui sont alliés aussi aux groupes terroristes, djihadistes, et alliés aussi, si vous voulez, comme on dit, aux gens qui sont aux acteurs qui sont dans les trucs intercommunautaires. Ce qui rend la situation assez floue, assez difficile dans ce conflit. Et les problèmes qu'on a aussi, c'est que l'État n'est pas partout. La sécurité n'est pas partout. Du côté de Douenza, du côté de Koro, dans la plupart. Et Barkhane, Barkhane ou le G5 Sahel. Barkhane, le G5 Sahel, c'est les frontières. Le G5 Sahel, il faut bien le reconnaître, ils n'ont pas les moyens, les promesses qui ont été faites par l'Union européenne n'étaient pas là. Donc, ce qui fait que le G5 Sahel, ils ont même quitté le centre, Mopti. Parce que moi, j'ai rencontré le G5 Sahel l'année dernière à Mopti. Quand j'ai quitté 24 heures après, les gens ont attaqué le QG. Et maintenant, ils sont carrément dans un hôtel à Bamako, ce qui a suscité beaucoup de parlotte donc à Bamako. Donc, il y a la superficie du Mali est immense. Et l'État n'a pas la capacité de tout couvrir. Et ça fait partie des problèmes. Les militaires, ils sont au nord. Ils commencent à être au centre de plus en plus. Mais je vois des Barkhane et également les FAMA qui de plus en plus, depuis quelque temps, interviennent ensemble de façon coordonnée au centre, ce qui est une assez bonne chose. Mais il n'y a pas que les militaires, il n'y a pas que également comment dirais-je, les armes pour construire la paix. La chose la plus catastrophique qui soit arrivée à ces communautés, c'est que ces communautés avaient des mécanismes de gestion, de règlement des conflits, des mécanismes solides. Ils avaient effectivement des autorités qui étaient là. Quand effectivement les gens sont arrivés, ils ont commencé à s'attaquer aux autorités. Les chefs de village, les autorités coutumiers, les imams et l'administration et même l'armée. Le résultat, il est catastrophique. Et maintenant, ils ont pu... Vous savez, quand les gens ils arrivent dans les villages où il y a les peuls, ils arrivent avec les armes. Les habitants ne sont pas armés. Ils viennent, ils occupent les maisons, ils demandent à manger, on leur donne, ils prennent du bétail, ils prennent tout et ils partent. Quand ils partent, les autres communautés les regardent comme des gens qui sont complices et qui protègent. Et en réalité, c'est ce malentendu qui a fait exploser le conflit. Des vendettas et autres. Et qui a entraîné. Donc, vous avez vraiment des personnes déplacées. Mais le problème est que cette question intercommunautaire a fait presque oublier le véritable problème au Mali. À l'origine, c'était Touareg qui voulait s'affranchir de l'administration malienne. Aujourd'hui, c'est ça que j'appelle l'accord de paix, c'est vrai, mais qui n'est pas appliqué. Vous appelez ça? C'est l'accord d'Alger. Oui. De 2015. Oui. Aujourd'hui, quand même, il est en chantier. C'est bien. Il y a un certain nombre de groupes qui travaillent avec les FAMA. On travaille également, comme on dit, au DDR. Et de ce point de vue-là aussi, ça avance lentement. Mais il y a beaucoup d'ambiguïté. Il y a des gens qui sont dans les groupes armés, mais en même temps, qui font le grand écart
avec aussi les djihadistes. L'armée française également, parce qu'on ne comprend pas toujours le rôle que joue l'armée française dans le nord du Mali, à Kidal par exemple, où il y a des rebelles, à côté il y a une base militaire, semble-t-il, qui forme une sorte de tampon pour protéger les mines d'uranium qui sont à la frontière avec le Niger. Moi, en tant qu'expert indépendant, je n'ai pas des informations précises sur ça. C'est vrai que j'ai été à Kidal, j'ai été partout. Mais il est évident qu'on ne peut pas déconnecter l'intérêt, effectivement, que les gens ont au Sahel par rapport aux ressources qui sont au Sahel. Mais il faut une étude approfondie. Vraiment, y avoir des preuves très concrètes pour pouvoir l'établir. Mais moi, je suis convaincu que, comme on dit, les Katounen Nahul Bey. Ah non, les Katounen Nahul Bey. Et il est évident aussi que je pense que les Africains ne mettent pas suffisamment d'efforts pour étudier ces choses et essayer de trouver des solutions africaines. Je pense que la plus grande faiblesse par rapport au conflit, par rapport à tout, c'est l'absence de solutions africaines. En réalité, les solutions sont imposées par souvent de l'extérieur, parce que c'est des gens qui ont quand même le pouvoir au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, et qui ont le pouvoir également de prendre des décisions. Tout ça, ça fait que les Africains, ils ont, comme on dit, des défis énormes. Et parmi les défis, c'est le défi sécuritaire. Et par rapport à ce défi, très sincèrement, il n'y a pas un travail énorme qui a été fait par les Africains. Là aussi, quand je regarde ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Sahel, qui est très sérieux, je ne vois pas l'implication, par exemple, de la société civile ouest-africaine. C'est dommage. C'est comme si, effectivement, les sociétés civiles maliennes sont très faibles. La plupart du temps, quand on regarde les sociétés civiles qui ont la possibilité, qui bougent, qui font des rapports, qui aident, c'est souvent les sociétés civiles venues de l'extérieur. Donc, il est bon que quand on parle des sociétés civiles africaines, qu'en réalité, les Africains eux-mêmes essayent d'aider, de soutenir par tous les moyens la société civile africaine, de les renforcer pour que, effectivement, elle joue le rôle dans la prévention et dans la construction de la paix. La prévention des conflits et la construction de la paix. Ça fait partie de leur rôle. Mais là, vraiment, quand j'y vais, ça me rend malade. Et je pense que nous sommes en train également de réfléchir, nous aussi, pour dire quelle doit être la contribution des citoyens et de la société civile dans l'élaboration de la paix. Moi, je pense que si, effectivement, au niveau du Mali, parce que ce sont les Maliens qui ont, si vous voulez, qui connaissent bien leur pays, qui connaissent bien les réseaux, qui connaissent bien les gens, s'ils s'entendent, et je pense qu'aujourd'hui, la paix est en train d'avoir lieu entre l'opposition et le pouvoir, le dialogue a lieu, ils se sont rencontrés, je pense que c'est un très bon signe. Le jour où ces gens-là seront d'accord pour dire, voilà, ce qu'on va faire pour la paix au Mali, on va avoir les améliorations. Parce que ce ne sont pas, si vous voulez, les forces de sécurité, de défense qu'on a au Mali, c'est énorme. Mais en réalité, ça ne réduit pas la sécurité. Mais le jour où ce seront les Maliens qui vont prendre leurs problèmes en main pour dire, voilà notre vision, voilà notre stratégie, voilà ce que nous attendons de vous, la communauté internationale, ce jour-là, je pense que les gens commenceront à avoir des améliorations. De la même manière, nous aussi, sur le plan démocratique, le jour où nous nous mettons ensemble pour dire, voilà le diagnostic que nous avons fait. Voilà, nous allons passer notre pays au scanner. Voilà les forces, voilà les faiblesses, voilà ce qu'il faut faire ensemble. Voilà les gens, comment ils doivent faire. On dit au président de la République, voilà. Le jour où on va le faire, vous allez voir que en réalité, on va avancer très vite. Et on va avancer ensemble. C'est ça le grand problème. Par rapport aux défis qui nous attendent et qui sont énormes. Les défis qui nous attendent sont énormes. Parmi lesquels il y a les problèmes de gouvernance au Mali, on le sait, c'est de l'autorité publique. La question de l'administration est corrompue, la corruption est un fléau au Mali. C'est un véritable fléau. Oui. La corruption, c'est un véritable fléau. Au Mali, elle est partout, les trafics au Mali, c'est tous les partout. Secteurs. Et ça aussi, quand vous n'avez presque pas d'État, quand l'État s'effondre, il est évident que tous ces trafics prospèrent. Voilà, toute l'économie grise prospère quand effectivement l'État est faible ou l'État n'est pas suffisamment là.
l'État s'est presque confiné aujourd'hui à Bamako. Hein. Ailleurs, c'est très difficile. Maintenant, il faut qu'on sente aussi, je veux dire, le support, le soutien de l'Union africaine, qu'elle soit plus forte, que ce ne soit pas seulement diplomatique, le soutien de la CEDEAO. Parce que, si vous voulez, le Mali est en train de faire des métastases dans la sous-région. Et de façon extrêmement grave, quand vous regardez le Burkina Faso aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup. Ils l'ont contaminé. Ils l'ont contaminé, tout le nord. C'est-à-dire que l'espace qui a été occupé au Burkina, c'est énorme. Et puis, c'est les mêmes dégâts entre les Peuls et les Kolwego. Là-bas, on parle de Dogon et machin. Donc, nous avons besoin vraiment de passer au scanner notre Sahel par nous-mêmes et de dire, voilà les problèmes que nous avons. Et puis, si la communauté internationale doit apporter quelque chose, elle l'apporte. Maintenant, si, vous savez aussi, il faut faire très attention. Hein. Il y a des moments où, quand il y a une situation, comme on dit, d'anarchie, mais écoute, ça peut être la fête de certains. L'intérêt de certains, c'est de dire, ben tiens, c'est dans ce bazar-là que nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Et c'est le cas. Il est évident que de plus en plus, on a l'impression que c'est le cas un peu en Afrique. C'est pour ça qu'il faut qu'on se réveille en Afrique. Voilà, en tout cas, Alioune Tine, merci d'avoir pris de votre temps encore une fois pour répondre aux questions de perspective qui parlaient aujourd'hui de ces élections que nous venons de vivre ici au Sénégal du 24 février 2019, élections encore une fois contestées par l'opposition. Nous avons également parlé de la situation sécuritaire au Mali qui est toujours préoccupante. En tout cas, Alioune Tine, merci beaucoup. Merci beaucoup, Aliou Diarra.